Voilà. Comment ? Ah oui. Nous avons le plaisir de recevoir le docteur Mocart de l'IPC, qui va nous parler des détresses respiratoires. Donc, petit clin d'œil, réanimation de l'IPC, où moi j'ai commencé comme infirmier de nuit avec le docteur Blache, et où j'ai connu Jamel. Et ta femme, non ? Et ma femme. On peut faire un préambule, hein, si vous voulez. Donc, merci à Frédéric et à Jacques de m'avoir invité pour cette session. Donc, je vais vous parler des détresses respiratoires en oncohématologie. J'ai fait un petit mix des vraies situations cliniques qu'on rencontre et des données récentes de la littérature et de l'amélioration du pronostic de ces patients quand ils rentrent en réanimation. Donc, pas de conflit d'intérêt. Alors, il faut resituer la détresse respiratoire chez le patient dans cohématologie, dans le contexte de l'amélioration globale de ce patient lorsqu'il rentre en réanimation. Dans les années 90, les mortalités étaient de l'ordre de 80 à 100% en réanimation et on voit sur ces courbes que les gens qui sont intéressés à l'évolution dans le temps de certaines pathologies, la détresse respiratoire, le choc septique chez le patient neutropénique, le myélome, on se rend compte que et par pathologie et par syndrome, la survie s'est améliorée pour passer de 80% à 40% à peu près. Dans le cadre de la détresse respiratoire, je vais plutôt mettre la diapo qui suit, dans le cadre de la détresse respiratoire la plus sévère, le SDRA, dans cette série de 1000 patients, on voit bien que on est passé d'une mortalité qui est avoisinée les 90% dans les années 90 à 60%. Ce qui est beaucoup, mais le syndrome de détresse respiratoire chez le non-immunodéprimé, c'est de l'ordre à 40 à 50% de mortalité. Donc une vraie amélioration de la survie des patients en oncohématologie, du fait probablement d'une meilleure prise en charge des pathologies spécifiques. Donc ça, c'était le topo, tous les topos de la journée, mais aussi d'une meilleure prise en charge des grands syndromes, le choc septique, la détresse respiratoire, une meilleure compréhension aussi de la pathologie cancérologique de la part des réanimateurs. On ne soigne plus des syndromes, mais on essaye de comprendre aussi ce qui se passe au niveau de la maladie. On va voir que ça peut avoir un impact, et ça a souvent un impact sur la mortalité. Grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que la maladie sous-jacente pour la mortalité à court terme n'a pas d'impact pour la mortalité en réanimation. La mortalité est plutôt liée au nombre et à l'importance des défaillances d'organes, ce qui sous-entend, et on en discutera tout à l'heure, que si on les reçoit avec 5 défaillances d'organes, on risque de se retrouver avec une mortalité décrite dans les années 90. Si on prend le patient assez tôt avec une défaillance ou 2 défaillances d'organes, le pronostic sera probablement meilleur. L'étiologie de la détresse respiratoire conditionne le pronostic. L'OAP est toujours de bons pronostics. C'est des patients quand même qui sont chimiothérapiés, qui ont eu des anthracyclines, qui sont qui ont un remplissage vasculaire important. Donc il y a toujours une part cardiaque, souvent une part cardiaque, qu'il faut impérativement évaluer. Les aspergilloses invasives sont de mauvais pronostics, et surtout l'absence de diagnostic est associée à un mauvais pronostic, et ça, il faut vraiment que ce soit une démarche tant au niveau infectieux qu'au niveau spécifique. Il nous arrive de faire le diagnostic de la maladie en même temps que les onco et hématos pour des maladies inaugurales chez des patients qui finissent par sortir de réanimation.
Cette étude qui a été publiée par le GROS, donc le GROS c'est le groupe de recherche en réanimation respiratoire en oncohématologie, qui regroupe 22 centres et qui est coordonné par Elie Azoulay à Paris. Donc on a simplement décrit 1011 patients admis en réanimation et on voit que globalement la mortalité en réanimation est de 30%. La mortalité hospitalière, 40%, et à 1 an, 60%. Donc on a vraiment évolué. Et le pronostic de ces patients est surtout associé à l'état général, le performance statut, les comorbidités, la notion d'une détresse respiratoire, d'une aspergillose invasive pulmonaire et le SOFA, le nombre de défaillances d'organes à l'admission. Donc on commence à comprendre un petit peu ce qui se passe et en lisant bien le dossier, en regardant bien notre patient en unité de soins, et en réanimation, on arrive à savoir souvent la gravité et on peut anticiper la course de la pathologie en réanimation. Donc l'épidémiologie de la détresse respiratoire, alors le POH, c'est patient d'oncohématologie. Alors c'est une situation fréquente. Elle est présente dans 5% des tumeurs solides, 15% des patients d'hématologie, 30% quand ils deviennent neutropéniques. Et quand on les prend tous globalement, quel que soit le motif d'admission, il y a une part de détresse respiratoire dans 60% des cas. La mortalité hospitalière pour ces patients est de l'ordre de 40% avec ou sans ventilation non invasive, on y reviendra, et passe à 60% sur les données récentes lorsqu'on a recours à la ventilation mécanique. Dans cette étude, pour souligner ce que j'avais dit initialement, l'absence de diagnostic est un facteur indépendant de mortalité. Et je pense que il faut vraiment arrêter de soigner uniquement que des syndromes, mais il faut vraiment avoir une démarche méticuleuse, tant sur l'étiologie infectieuse et l'étiologie spécifique de ces patients. C'est ça qui nous permet globalement de passer un cap. Un petit mot sur le patient allogreffé. Le patient allogreffé ventilé, ça reste très grave. Donc là, c'est une une publication de Frédéric Penn de 2006. Ça a quand même un petit peu évolué avec les conditionnements atténués. On arrive à leur faire passer des caps, sauf quand le patient arrive avec une lésion, un œdème lésionnel très avancé. Les étiologies sont donc infectieuses dans 60% des cas et dans cette situation, le pronostic est intermédiaire. Non infectieuses dans 20% des cas et là, entre les deux, mon cœur balance. L'OAP est associé à un très bon pronostic et les pathologies spécifiques comme la lyse intrapulmonaire ou la lymphangite carcinomateuse, beaucoup moins. Et encore une fois, l'absence d'étiologie est associée à un mauvais pronostic. Donc finalement, quel type d'étiologie on va retrouver? On va retrouver des étiologies infectieuses, bactériennes essentiellement, avec des entérobactéries, du PIO, du Staph aureus selon les épidémiologies des services et des hôpitaux. Les causes fongiques, aspergillose, candidémie, tout ça, c'est vraiment notre quotidien. On le retrouve si on se donne les moyens de faire cracher les patients, de faire des hémocultures, de faire travailler le kiné pour les faire cracher. On arrive à avoir du diagnostic et si on arrive à avoir du diagnostic, on arrive assez rapidement à traiter ces patients. Puis les causes non infectieuses, l'OAP, les atteintes spécifiques et
quelque chose qui est quand même assez fréquent en unité, les détresses respiratoires sur distension abdominale en rapport avec les muciques, les morphiniques. On reçoit un patient à 15 litres au masque à haute concentration, on lui met une sonde gastrique, ça ramène 2 litres, et puis il n'est plus du tout oxygénodépendant. Donc en examinant son patient, on arrive, et c'est une situation assez fréquente finalement, qui est très peu décrite dans les publications. Les atteintes pulmonaires spécifiques, on a appris à les connaître, nous les réanimateurs, donc la leucostase, l'infiltration pulmonaire et la pneumopathie de Lise. Donc la leucostase, c'est une stase blastique dans le capillaire pulmonaire, ça survient souvent aux alentours de 200-250 000 blancs, donc des maladies au diagnostic, c'est toujours au diagnostic. L'infiltration pulmonaire peut exister avec ou sans leucostase pulmonaire. Il s'agit d'un envahissement, alors je vais essayer d'un envahissement du septum alvéolaire par des blastes. Là aussi, ça peut être associé à une leucostase. Et là, en fait, le même patient, le scanner du même patient, on a l'impression d'une image de lymphangite carcinomateuse dans un contexte de leucémie. Et enfin, la pneumopathie de Lise, qui est en fait un vrai tableau de SDRA en rapport avec une lyse spontanée ou une lyse induite par les chimiothérapies. C'est souvent le cas alors ça survient au moment de la chimiothérapie, enfin, très souvent, et c'est dans le cadre des LAM4, LAM5, parce que la physiopathe, c'est une adhérence de ces leucémies monocytaires à l'endothélium vasculaire pulmonaire. Donc c'est des situations non infectieuses spécifiques qui peuvent régresser avec la chimiothérapie dans ce cas-là, la chimio et la corticothérapie dans ce cas-là. Et là, c'est de la ventilation mécanique et puis il faut attendre que l'orage passe. C'est quand même associé à un très mauvais pronostic. Souvent associé à un très mauvais pronostic. Chimiothérapie, puis corticothérapie, ça marche, ça répond assez bien alors que corticothérapie. Donc ça, c'est la même diapo. Les étiologies, en fait, il faut les appréhender en fonction des différents temps clinique et de prise en charge des patients. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à tous les stades, on va avoir de l'hémorragie intra-alvéolaire, de l'OAP ou des infections. Donc ça, c'est ce type de situation clinique qu'on retrouve dans toutes les situations. Et en fonction du tempo, on va avoir plutôt une infiltration et une lyse au diagnostic, une lyse à l'induction, en période de neutropénie plutôt à un sepsis sévère, par la suite de la toxicité, de la rechute et de la néoplasie secondaire. Donc il faut quand même beaucoup discuter avec l'oncologue, l'hématologue, savoir où on en est de la prise en charge, et on arrive assez bien à avancer pour la prise en charge de ces patients. Donc il s'agit donc de définir un contexte, une chronologie, des signes respiratoires, des signes paracliniques et chaque investigation envisagée, donc je parle de la biologie, des crachats, des LBA, devra être réalisée en fonction de la probabilité pré-test, c'est-à-dire si on suspecte un pneumocystis, il faut le suspecter chez quelqu'un, il faut demander une PCR sur le crachat de pneumocystis chez quelqu'un qui a les facteurs de risque de faire du pneumocystis. Parce qu'avec les PCR, finalement, c'est des examens très sensibles. Donc on peut avoir des faux positifs, des colonisations qu'il ne faut pas forcément traiter. Donc l'équipe de Saint-Louis a décrit l'approche directe, qui est un acronyme qui en fait ne fait que décrire ce qui se passe au lit du patient. Et au lit du patient, on va regarder le délai de survenue de la détresse respiratoire, le type d'immunosuppression, l'aspect radiologique et scanographique des lésions, l'expérience clinique et le tableau clinique.
Le délai, l'installation rapide, moins de 48 heures, va nous faire évoquer un OAP ou une pneumopathie. Une installation subaiguë, 7 jours, plutôt des infections opportunistes. Une installation lente, une infiltration spécifique, une intoxication médicamenteuse, c'est pas toujours le cas, et une insuffisance cardiaque congestive. Alors le déficit immunitaire, donc je ne vais pas décrire le tableau, mais grosso modo la neutropénie ou les LAM, c'est de la dysfonction de phagocytes, donc on va être dans une ambiance bactérienne et fongique essentiellement. Tout ce qui est en rapport, aussi bien le traitement que la pathologie avec les atteintes de la lignée lymphoïde, on va être dans une ambiance dysfonction cellulaire, donc on va chercher du virus et du pneumocystis. Les tumeurs solides, ça va être de la compression d'organes, donc de la stase, donc ça va être de la téléctasie, donc de la pneumopathie, de la compression biliaire, donc de l'angiocolite, et de la compression urinaire, donc des pyélonéphrites. Donc là, ça va être plutôt des bactéries. Le myélome, on est plutôt dans une ambiance de déficit de l'immunité humorale. Et là, vous allez voir, je vais vous montrer un cas clinique qu'on retrouve très régulièrement de l'hémophilus et du pneumocoque, etc. Donc il faut quand même connaître un peu le type de dysfonction en sachant qu'on sort régulièrement de ce cadre nosologique parce que vraiment tout peut se voir, mais c'est quand même des bons repères pour évoluer. Le patient allogreffé, donc à la phase de neutropénie, à la phase d'induction, à la phase de conditionnement, on est dans une ambiance de neutropénie. Entre J30 et J100, on va plutôt avoir des atteintes de l'immunité cellulaire avec de l'aspergillose, du pneumocystis et du virus. Et à la phase tardive, on va avoir une cumulation des deux types d'immunité avec tout ce que je viens de décrire, plus de la toxo, du VZV, des bactéries encapsulées. Alors, les orientations diagnostiques selon l'iconographie. Alors ça c'est important parce qu'on arrive vraiment à orienter le type d'examen qu'on va induire. Donc un aspect localisé va plutôt faire évoquer une pathologie bactérienne. Un aspect en verre dépoli dans un contexte de pneumopathie lymphoïde ou de tumeurs solides, corticothérapie ou radiothérapie ou de lymphopénie va nous faire évoquer un pneumocystis. Un verre dépoli périnodulaire, le signe du halo, qui peut être inversé et fortement évocateur d'une aspergillose. Un syndrome interstitiel d'apparition lente, une lymphangite carcinomateuse. Et des nodules vont nous faire évoquer du lymphome et des pathologies fongiques. Donc déjà là, on a épluché le dossier, on a regardé la radio, on a discuté avec l'onco-hémato et on va pouvoir, on va pouvoir orienter le type d'examen qu'on va demander pour confirmer le diagnostic. Le tableau clinique, là, c'est exactement le même type de raisonnement. Une pneumopathie bactérienne est associée à une neutropénie, une tumeur solide, un myélome, et une symptomatologie unilatérale, que ce soit à l'auscultation ou à la radiologie. Les infections opportunistes, c'est les corticoïdes, les pathologies lymphoïdes, et des atteintes bilatérales. Et les pathologies non infectieuses, en tout cas au diagnostic, c'est plutôt de la leucémie aiguë avec essentiellement de la leucostase. Alors là, je le refais à l'envers, donc je ne vais pas le décrire. L'expérience clinique compte énormément, et effectivement, on sait par exemple que les légionelloses sont associées au LLC, que il faut systématiquement rechercher une embolie pulmonaire chez le myélome. Et, pour les toxicités médicamenteuses, je vous conseille de vous connecter sur pneumotox.com. C'est un site qui met à jour
absolument toutes les toxicités médicamenteuses pulmonaires. Alors la stratégie diagnostique, ça s'articule entre le LBA, les examens non invasifs et éventuellement une biopsie, ce qui nous arrive très rarement à la faire. Donc on a comparé une stratégie non invasive à une stratégie plus invasive avec le LBA chez ces patients, très tôt dès leur admission, et la rentabilité diagnostique est complètement superposable si, avec une certaine exhaustivité et avec une certaine orientation dans les demandes d'examens complémentaires en fonction de l'approche directe, qu'on pourrait appeler l'approche directe. Donc il faut vraiment, faut pas forcément balayer large, mais il faut demander les examens en fonction de la probabilité pré-test et le diagnostic qu'on suspecte. Donc il n'y a pas de surmortalité quand on fait un LBA versus quand on n'en fait pas. Il y a le recours à la ventilation mécanique est identique. C'est une étude qui a été faite en réanimation, donc la sûreté, la sécurité du LBA ça a été évalué en réanimation, donc peut-être qu'en service ça serait différent. La rentabilité du LBA est comparable s'il est fait très tôt. Si on le fait après le 3e jour, c'est plus la peine. Donc, quelle que soit la stratégie diagnostique qu'on envisage de faire, il faut vite choisir son camp. Et si on fait du crachat, des aspirations nasopharyngées, des antigénuries, il faut tout demander assez rapidement, de la même manière que pour le LBA. Après le 3e jour, c'est plus rentable. Plusieurs exemples. Là, un patient de 49 ans, détresse respiratoire. Le délai d'apparition des signes respiratoires, c'est 48 heures. L'immunosuppression, c'est du myélome. Il y a des foyers alvéolaires systématisés, on va dire, là et là, à la radio. On a des crépitants bilatéraux et du verre dépoli au scanner. Excusez-moi. On suspecte, le clinicien suspecte un pneumocoque ou un hémophilus. Sur le crachat, on retrouve un hémophilus et j'ai mis en rouge ce qui collait avec l'approche directe. Donc là, on est dans le délai, on est dans les clous, le myélome, on est dans les clous, le foyer systématisé, on est dans les clous, l'hémophilus, on est dans les clous, le scanner, pas du tout. Le crachat, on retrouve des hémophilus. Donc finalement, cette approche, là, dans cette situation-là, était pas mal. Et pour la petite histoire, le patient est revenu 1 an plus tard avec le même tableau. Et il a fait la pneumopathie à pneumocoque qu'on a diagnostiquée sur une antigénurie. Donc on s'attendait à ces 2 germes, on les a cherchés, on les a trouvés. Ça aurait pu être un Escherichia coli, mais il y a eu une démarche diagnostic qui collait bien. Alors c'est des cas caricaturaux, mais ça marche pas mal finalement cette approche. Un mot sur l'antigénurie. Donc c'est un moyen de diagnostic rapide, la sensibilité et la spécificité très élevée si les hémocultures sont positives. C'est positive dans 50% des cas quand les hémocultures sont négatives, et il faut quand même se rappeler que ça peut rester positif jusqu'à 1 an après l'infection, donc il faut mettre un peu de nuance dans le diagnostic, dans l'interprétation du résultat quand il est positif. 68 ans, détresse respiratoire, délai de survenue de 10 jours, cancer du poumon, corticothérapie. À la radio de thorax, on a un syndrome alvéolaire interstitiel bilatéral. La clinique, le patient est apyrétique mais sous corticoïde. On a un verre dépoli bilatéral avec un respect sous-pleural, pas d'épanchement pleural. Donc là, on a vraiment on pense à un pneumocystis
Les arguments, c'est une corticothérapie sur une tumeur solide. On le fait cracher et on trouve sur le crachat induit un pneumocystis et dans le LBA, puisqu'on l'a intubé peu de temps après, un pneumocystis. Alors là, un petit mot aussi sur l'IPCR à pneumocystis, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que la valeur prédictive négative est de 99%, elle permet quasiment d'éliminer le diagnostic quand l'examen est bien fait. La sensibilité est élevée, donc si on a un patient qui est en induction de LA, qui est en neutropénie, qui a une pneumopathie de la base droite, et qui a une PCR positive à pneumocystis, c'est probablement pas ça. C'est toute la nuance qu'il faut mettre dans l'interprétation de ces examens hypersensibles. Dernier cas, un patient de 53 ans, détresse respiratoire, qui s'installe en 8 jours, LAM, aplasie, fièvre, décondensations, des opacités interstitielles et décondensations à droite, un halo inversé au scanner, une hémoptysie, pas d'aspergillose et un LBA avec du staph epidermidis. On est moyennement satisfait des résultats. Donc là, le clinicien a fait une biopsie, il a envoyé sa PCR à Besançon parce qu'il a suspecté un mucormycose et c'était ça. Donc il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. On en a loupé certainement plein, hein. Donc là je vous donne un cas caricatural. Donc, et là, la démarche directe, ça fonctionnait pour le délai, pour l'immunosuppression, pour l'expérience clinique et pour l'aspect scénographique. Il y a des réanimateurs dans la salle. Y a-t-il un oreille? Ça va aller. Alors, la prise en charge. Alors, au lit du patient, il faut éliminer une participation cardiaque. Il faut rechercher une pathologie infectieuse classique, bacille gram négatif, non fermentant, coccigram plus, une pathologie liée à l'immunosuppression. À la mission, la pathologie spécifique est toujours pas facile à faire et je pense qu'il faut la faire avec l'oncohématologue, sachant que le diagnostic de leucostase pulmonaire est facile à faire. Hein. Quelqu'un qui désature avec 250 000 blancs, c'est souvent ça. Il faut documenter et traiter rapidement. Donc je ne vais pas vous faire la littérature du traitement empirique et la démarche, la littérature est riche de tout ça. Par contre, sur la stratégie de prise en charge, je voudrais m'attarder sur cette diapo. Là, c'est une série de plus de 200 patients qu'on a pris en détresse respiratoire. Et en fait, on se rend compte que quand on les prend à 3 litres, la mortalité est de 10%. Entre 3 et 10 litres, elle est de un peu moins de 30%, et plus de 10 litres à 40%. La diapo la plus importante, c'est le délai de prise en charge. 2 jours après les débuts en réanimation, admission en réanimation 2 jours après le début des signes de détresse respiratoire, 20% de mortalité, 2 à 3 jours, 30%, 4 jours, 40%. Donc il y a des arguments de plus en plus évidents pour une prise en charge précoce de ces patients, tant pour la détresse respiratoire que la prise en charge globale. Nous, on fait des inductions en réanimation sur des patients à risque, hyperleucocytaires, et dans un tiers des cas, 2 tiers des patients rentrent en service au bout de 2-3 jours, et un tiers des patients restent un bon moment en réanimation. Après, on a nos critères à nous qui sont très subjectifs, qu'on a déterminés entre nous. Et il y a probablement des écologies de patients intra-hospitalières qu'il convient de déterminer entre réanimateurs et oncohématologues.
Dans l'étude Trialo, vous voyez bien qu'un temps court d'admission en réanimation est associé à une meilleure survie. Donc là, les quelques études qui vont dans ce sens, c'est essentiellement du sepsis, du choc septique et de la détresse respiratoire et de l'induction de lyse en réanimation. Alors la prise en charge, on est toujours dans la détresse respiratoire. La prise en charge ventilatoire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement la ventilation mécanique est liée au pronostic, et que peut-être qu'il y aurait une place pour la VNI, mais quand on décortique les études sur la VNI, on se rend compte qu'il y a de la VNI qui est faite très précocement, très tardivement, les patients ne sont pas les mêmes, et dans cette micro-méta-analyse réalisée par Virginie Lomial, on ne trouve pas d'effet bénéfique. Donc ça a été publié en 2012 sur le pronostic. Donc on a évalué la VNI prophylactique, ça a été récemment publié dans le JAMA, sur plus de 300 patients. Donc on les a pris très tôt en réanimation et on a comparé la VNI versus l'oxygène. Pas de différence significative. Donc là c'est un dogme qui s'écroule un peu. Et les études qui avaient prouvé un bénéfice de la VNI, c'était des études qui datent de 2000. Et en 2000, la mortalité de ces patients était de 80%. Et actuellement, la mortalité de ces patients la survie, la mortalité de ces patients est d'ordre de 40 à 60%. Donc on n'est pas tout à fait dans le même registre. Donc la VNI, ça peut faire passer un cap, mais ça n'a pas d'effet sur la mortalité. L'Optiflow, donc c'est l'oxygène haut débit, une étude récente chez le non-immunodéprimés. En fait, l'Optiflow, c'est un débit de 50 à 60 litres d'oxygène minute qui permet d'humidifier les voies aériennes et qui permet il y a un effet PEP, il y a un effet FiO2 important. Donc, dans cette étude, les auteurs montrent que l'Optiflow a un effet bénéfique sur le recours à l'intubation. On voit qu'on intube moins bien, de manière moins importante dans le groupe Optiflow versus dans le groupe ventilation non invasive. Et bien que l'étude n'ait pas été designée pour ça, il y avait une survie meilleure dans le groupe Optiflow. Ça, c'est très discutable, ça donne des sessions houleuses dans tous les congrès. Nous, à l'IPC, dans notre pratique, on a mélangé les deux. Et puis finalement, Optiflow VNI, on trouve que ça marche très bien. Et donc, il y a de quoi faire en non-invasive chez ces patients avant d'avoir recours à la ventilation mécanique. Mais finalement, les intubés, c'est en 2015-2016, c'est pas forcément si mal que ça. Parce qu'on voit bien que dans cette diapo issue de l'étude Trialo, que la mortalité reste aux alentours de 60% chez les patients ventilés, quelle que soit la durée de ventilation mécanique. Donc, parfois, les ventiler, ça peut être bénéfique et pas forcément délétère. Donc, on est en pleine interrogation actuellement, et notamment chez le patient immunodéprimé, concernant la prise en charge de ces patients. Donc en conclusion, la détresse respiratoire chez le patient d'oncohématologie est un événement grave et fréquent. La recherche du diagnostic étiologique est une priorité, qu'il soit infectieux ou spécifique, vraiment, ça s'adresse aux réanimateurs. La détresse doit être traitée comme un sepsis sévère jusqu'à preuve du contraire, même si on pense que c'est une pathologie spécifique, il faut quand même le traiter jusqu'à ce qu'on l'ait démontré comme un sepsis sévère.
On peut faire de la VLI, mais apparemment ça n'a plus d'impact sur le pronostic. Et ça doit pouvoir faire passer des cas parce que c'est des patients qui sont inflatés, qui ont des anthracyclines, donc il y a probablement une sous-catégorie de patients qui peut en bénéficier. Et pour moi, le point le plus important, c'est celui-là. L'admission précoce en réanimation et l'utilisation de l'oxygène haut débit doivent être évalués dans cette situation. Et c'est ce qu'on fait, nous, en fait, on les prend précocément et on fait de l'oxygène haut débit associé ou pas à la VLI. Voilà, je vous remercie. Donc, merci Dr Boucart de nous avoir éclairé sur la réanimation en pneumologie et en oncologie.